Bonsoir à toutes et à tous. Au nom du Point, je suis très heureux de vous présenter dans ce cadre absolument superbe, cadre de cet Opéra national de Lorraine, l'invité exceptionnel de cette édition du livre Sur la place, l'un des très grands écrivains de notre temps. Il est venu d'Italie spécialement pour vous. Je vous demande d'applaudir, même si vous l'avez fait, mais encore une fois, Eri De Luca. Alors bonjour Eri De Luca, je vous en prie, vous pouvez prendre ces instruments. C'est votre première fois à Nancy, donc bienvenue à Nancy. Vos impressions d'abord sur cette ville que vous découvrez? Bon, c'est une surprise, parce que je ne m'attendais pas de trouver cette ville si belle à voir, à parcourir, et tout cet art nouveau que j'ai pu visiter ce matin. Et en plus, le beau temps qui toujours, nous a accueillis. Toujours pendant le livre Sur la place. C'était de la grâce. Voilà, la grâce, ça fait plaisir. Vous publiez, Eri De Luca, en cette rentrée impossible. C'est pas la rentrée qui est impossible, c'est le titre du livre d'Eri De Luca chez Gallimard. Un livre court, dense, affûté comme un stalactite, patiemment sculpté par le temps. C'est un huis clos absolument passionnant. C'est un duel de mots entre deux hommes que tout sépare, quoique. Et nous allons en parler évidemment très vite. Mais d'abord, je voudrais rappeler, Eri De Luca, que vous êtes qui vous êtes, au fond. Vous êtes né en 1950 à Naples. Et c'est très important, Naples, dans votre œuvre, votre langue natale, c'est même le napolitain, en fait, avant l'italien. Et vous êtes donc écrivain, vous êtes traducteur, vous êtes poète, vous êtes l'auteur de plusieurs romans, dont Montevideo, que les Français ont adoré, qui avait obtenu en 2002 le prix Femina étranger. Et vous êtes aussi le lauréat, c'est important d'ailleurs à Nancy, on a parlé d'Europe et de culture ce matin avec Laïla Slimani et Olivier Guèze. Vous êtes lauréat du prix européen de littérature 2013. Alors vous êtes immensément apprécié des lecteurs français qui aiment vos livres aux phrases minérales, mais gorgés de poésie, de sensualité, de réflexion aussi. Des livres qui peuvent être très engagés. Je pense à Le Plus et le Moins, à Trois Chevaux, ou qui parfois prennent la forme de contes, de paraboles, non exempts d'une certaine mythologie. Vous adorez ça, des livres comme Le Poids du papillon ou Histoire d'Irène. Vous vous levez tous les jours à l'aube pour traduire des pages de la Bible depuis l'hébreu. Vous continuez à faire ça, Eri De Luca? À faire des lectures en ancien hébreu tous les matins, mais ouais. Traduire seulement parfois. Parfois, voilà. Mais il y a toujours se lever avec ces textes, justement, ces textes de la Bible. Ça, c'est la discipline quotidienne, quand même, cette lecture. Si, c'est une façon un peu étrange, mais qui me convient très bien de me réveiller. Oui. Parce que j'ai besoin d'avoir quelques frictions avec le jour pour réagir, pour réveiller mes cellules. Et alors, l'ancien hébreu, c'est parfait pour moi. Très bien. Bon, bah, voilà, c'était un conseil. Vous pouvez vous y mettre aussi. Vous êtes aussi, Eri De Luca, un alpiniste émérite. D'ailleurs, si vous êtes procuré le petit fascicule de spécial rentrée littéraire du Point, il y a une très très belle photo d'Eri De Luca à l'attaque d'une paroi. Magnifique. Et ça, vous continuez à faire ça. Ah bah voilà, on voit en plus, c'est merveilleux, regardez. Voilà, regardez ça, pas mal. Vous continuez cette discipline aussi, l'alpinisme? Je me suis aperçu que la vieillesse me rajeunit. Ah bah ça c'est, voilà. Et pour avoir ces résultats, il faut s'entraîner beaucoup plus qu'avant. Donc, les textes sacrés et la paroi de la montagne. C'est un peu les deux recettes pour être comme vous. Non, c'est ma recette. Hein. Votre recette. Oui, ma recette, ma découverte de moi-même. Je n'ai pas suivi un programme d'entraînement pour ça. On y reviendra à cette découverte. On reviendra à ça, Eri De Luca. Donc, je disais, vous êtes un alpiniste émérite. Vous avez même été membre du jury des Piolets d'Or, qui récompense chaque année les meilleurs grimpeurs au monde. Vous êtes quelqu'un de très marqué par la lutte politique. Hein. Vous êtes né dans une famille bourgeoise napolitaine ruinée par la guerre. Et vous vous êtes déclaré communiste dès l'âge de 16 ans. Hein, c'est ça, 16 ans.
Et après avoir quitté le domicile familial, vous êtes engagé dans l'action politique révolutionnaire, puisque vous avez adhéré en 1969 au mouvement d'extrême gauche Lota Continua, dont vous êtes devenu l'un des dirigeants responsables de son service d'ordre. Alors, on en a déjà un petit peu parlé dans une émission de radio tous les deux, mais comme le temps a passé, je voulais revenir là-dessus. Un écrivain dans un service d'ordre, est-ce que c'est pas quand même quelque chose d'un peu étrange ? J'étais un militant révolutionnaire à l'époque. Comme écrivain, j'étais écrivain pour moi-même. J'étais un écrivain qui se tenait compagnie avec son écriture. Là, j'étais engagé dans une communauté militante. C'était un militantisme public, pas clandestin. Et donc, nous faisions beaucoup de manifestations. Nous étions très nombreux. Notre manifestation était souvent empêchée. Mais dès que le droit de manifester, ce n'est pas un droit traitable, ni à la portée d'une autorité policière, nous, dans les manifestations empêchées, on les faisait quand même. Alors, il fallait avoir une certaine force de résistance à la dissuasion. À la dissuasion, à la dissolution de la manifestation. Et donc, je suis devenu responsable de cette activité de résistance et de défense de notre droit de faire politique. Lota Continua a été dissoute à l'été 1977, mais ça n'a pas entamé chez vous le besoin de vous mobiliser, le besoin de désobéir aussi, la nécessité peut-être de désobéir, puisque vous êtes engagé en fait aux côtés par exemple des migrants, hein, vous continuez à le faire, dans les Balkans aussi, où vous avez même conduit des camions pour apporter du matériel côté bosniaque. Vous êtes engagé dans le monde ouvrier aussi, vous avez été plus de 20 ans hein, ouvrier nomade en fait, c'est ça, de chantier en chantier. Comment on dit ? Et c'est le métier d'ouvrier, c'est comme ça. On ne trouve pas un endroit fixe. Oui. Parfois on trouve une usine, on peut y rester pendant des années. Ce n'était pas garanti. Et après, il y avait des mouvements de lutte pour des droits et qui empêchaient, qui me faisaient licencié, donc je trouvais du travail d'un autre côté. Mais j'ai eu cette chance. Dès que je fais partie de 10 ans d'un mouvement militante, alors j'avais la possibilité de demander à quelqu'un de ces ex-militants s'il y avait du travail dans son endroit, et il me cherchait du travail, donc j'habitais chez lui, donc c'était encore une poursuite de la communauté. Très bien. Ouais. Et puis vous êtes engagé aussi dans la vallée alpine de Suse contre la ligne de train à grande vitesse Lyon-Turin, qui vous a valu, Éric De Luca, un procès pour incitation au sabotage dont vous avez été relaxé en octobre 2015. Vous avez eu cette phrase très belle que je voudrais que vous expliquiez. « J'accepte volontiers une condamnation pénale, mais pas une réduction de vocabulaire ». Qu'est-ce que vous vouliez dire ? Non, d'abord, l'incrimination, c'était instigation à commettre des crimes. Oui. Et donc, mon crime consistait dans le fait que j'avais dit que ces travaux doivent être sabotés. Et le verbe saboter, c'est un verbe que ça me plaît. Je suis un peu philologue, et donc je cherche les origines du mot. Et les origines du mot sont des origines françaises, donc sont d'une lutte ouvrière française. Au début des premières introductions des machines utensiles dans la texture, à côté de Lyon, exactement. Oui, dans le textile, oui. Dans le textile, alors beaucoup d'ouvriers, de main-d'œuvre étaient expulsés. Et alors, on jetait des sabots de bois dans les machines pour les endommager et donc pour permettre le retour des expulsés. Ce qui me plaît de cette activité n'est pas le fait qu'il dédommage des machines utensiles qui peuvent être réparées, donc c'est rien du tout. Mais que le geste était fait par ceux qui étaient dans l'usine, qui n'étaient pas été expulsés, et qui le faisaient contre eux-mêmes pour solidarité pour les autres. En plus, il n'y avait pas une réserve de sabots à la maison. Le moment où tu jettes ton sabot, tu vas pieds nus après. C'est ça, c'était un vrai don en fait. Hein. Donc c'était un acte de solidarité ouvrière et qui, au cours du temps, a perdu le caractère direct d'endommagement de quelque chose.
Si je n'obéis pas, je fais un acte de sabotage de l'ordre et de la loi. Une grève ouvrière qui endommage évidemment la production, mais sans rien endommager, fait un sabotage de la production. Donc il y a aussi un sens très répandu et très général d'une opposition. Et donc le fait qu'il m'incriminait pour ce verbe, pour que c'était un verbe criminel, je voulais défendre le verbe. Et donc je ne voulais pas faire réduire le vocabulaire, ni rétracter. Et donc dès que ce procès a duré 2 ans, et alors, dans ces 2 ans, j'ai fait presque une centaine de rencontres publiques. Je faisais tout d'abord, je répétais le crime, je répétais la phrase incriminée. Et souvent, il y avait des policiers qui venaient à ces rencontres. Pourquoi? Pour vous voir, surveiller un peu? Oui, pour vous surveiller, pour voir si je insistais sur le crime. Donc j'insistais sur le crime tout de suite, pour dire aux policiers, maintenant j'ai commis le crime, vous pouvez aller faire votre travail et ne perdre pas le temps à écouter quelqu'un qui parle. Donc en fait, c'était vraiment des cours de philologie autour du mot sabotage. Vous commenciez par là. Il fallait redonner au mot sabotage toute sa richesse, au fond. C'est ça que vous faisiez. Mais je ne voulais pas donner, je voulais exprimer mon point de vue et je voulais défendre ce verbe sabotage qui avait été incriminé. Mais ce n'était pas ma lutte. J'étais quelqu'un qui avait adhéré à une grande lutte populaire de cette petite vallée qui résistait depuis des années à la pression et à l'oppression. Parce que c'était une vallée militarisée. Où il n'y avait pas seulement la police, même l'armée. Des personnes qui ne pouvaient pas aller dans leur champ pour recueillir le produit de la vigne, parce qu'il y avait le bloc. Les barrages. Donc c'était une lutte qui est réussie jusqu'à maintenant à ne faire pas avancer d'un mètre, d'un seul centimètre, cette œuvre inutile et micidiale du point de vue de la santé des personnes, parce que les montagnes sont pleines d'amiante. Et l'amiante n'a pas une seuil minime de vulnérabilité. Non, est micidiale, même la minime seuil. Donc c'était une lutte pour la légitime défense de leur vie, de leur santé. Vous avez dit dans le Tour de loi, qui était le livre qui précédait Impossible, qui est un autre magnifique livre assez court aussi, où un homme voit apparaître devant lui le fils qu'il n'a pas eu. On parlera de ça, j'espère, si on a le temps, l'importance de la notion de paternité, qui revient d'ailleurs un peu dans Impossible, entre ce jeune magistrat et ce vieux militant. Il y a quelque chose aussi d'une transmission qui se passe. Dans le Tour de loi, donc, c'était l'histoire aussi peut-être une sorte d'autoportrait aussi. Il y avait ce côté-là. Donc cet homme, dans sa maison, en pierre de lave, pierre du Vésuve, qui voyait apparaître donc ce fils qu'il n'avait pas eu. Et il y avait un dialogue entre ce fils et ce père. Et il y avait cette phrase: « J'agis en haut-parleur de moi-même et de certaines causes publiques, de certaines parties lésées qui ne sont pas écoutées. » L'écrivain, Héré de Luca, ça serait donc pour vous à la fois un être de parole, enfin autant un être de parole qu'un être d'écriture? Et un être d'écriture parce que c'est écrivain. Comme un cordonnier, c'est quelqu'un qui fait des chaussures. Oui. Mais si le cordonnier veut faire quelque chose de plus pour sa société, non pas pour soi-même, il fait un bon travail de cordonnier, il gagne de l'argent pour ses souliers. Ouais. Pour ses souliers, ses chaussures. Donc, s'il veut faire quelque chose de plus, qu'est-ce que peut imaginer de faire un cordonnier? De faire agir pour que tout le monde puisse aller avec un bon paire de chaussures. Oui, pour les jeter dans les machines après. Non, pour marcher. D'accord. Pour avoir des bonnes paires de chaussures pour marcher. Et donc, l'écrivain peut faire la même chose. Comme un artisan, c'est un artisan. Comme un artisan. Au lieu de faire des choses pour lui, pour écrire des histoires et gagner son argent, il peut faire quelque chose pour la parole publique, pour que tout le monde puisse aller autour avec une parole. Alors, il y a un vers de l'Écriture sainte, des proverbes, qui dit « Ouvre ta bouche pour le muet ». Ouvre ta bouche pour le muet. Pour le muet.
C'est ça que peut faire un écrivain. Mais pas parce que la personne est vraiment muette, son corde vocale. Ouais. Mais sa voix n'est pas écoutée. Ouais. Sa voix est réduite au silence. Sa voix est mal entendue, délibérément mal entendue. Et alors, je peux faire de haut-parleur de cette voix, agrandir cette voix. Donc, ce procès qui m'est tombé sur le coup, le résultat était que cette petite lutte de la Val des Sources était plus connue, mieux connue dans ses raisons. Donc, j'ai fait pas le porte-parole de cette lutte, parce que la parole, elle la portait très bien. Mais j'ai fait une amplification de cette parole. Donc, je fais ce travail, cette possibilité de haut-parleur d'une amplification d'une cause qui existe, comme le cordonnier. Oui, donc ça veut dire que quand même, contrairement au cordonnier, enfin, ou pareillement si c'est un cordonnier engagé en politique, en tout cas pour vous, l'écrivain, il se doit de s'engager politiquement, au sens le plus noble d'ailleurs du mot politique, c'est-à-dire pour l'intérêt de la police, pas CEIS, la vie de la cité, la vie de la ville, de la communauté. Non, ce n'est pas un statut de l'écrivain. C'est un statut personnel à moi. Oui. Moi, je suis aussi qu'un écrivain, un citoyen. J'ai un sentiment de responsabilité, de sensibilité vers les causes qui se produisent autour de moi. Et donc, je réagis en tant que par nécessité. Parce que ma réaction, je ne peux pas la supprimer de moi-même. Je ne peux pas me dérober. Je n'étais pas né révolutionnaire. Je me suis trouvé une jeunesse révolutionnaire dans les rues. Et je pouvais ou bien être là-dedans ou la déserter. Qu'est-ce qui avait déclenché d'ailleurs à 16 ans cette volonté de rejoindre le Parti communiste en fait? Moi, c'était un acte. Oui. C'était un acte de refus. Alors, l'inscription au Parti communiste, déjà, seule empêchait d'avoir accès à des travaux publics dans l'État. Dans tout l'État, il y avait cette interdiction pour ceux qui étaient inscrits au Parti communiste. Donc, pour moi, c'était couper court avec toute une possibilité imaginée par mon père d'une carrière dans l'État. C'était une prise de distance de l'avenir imaginé et organisé par mon père. Ouais. Mais il y avait aussi une histoire avec les Américains, non, dans le port de Naples, non? Ça, c'était une chose plus personnelle. Ouais. Donc, Naples était une ville occupée par les militaires américains. Mais occupée, ça veut dire que la législature était américaine. S'ils commettaient des crimes sur notre sol à Naples, ils répondaient à la magistrature américaine, pas italienne. Donc, Naples, c'était une espèce d'enclave à part, non? Une Guantanamo. Déjà. Une espèce de Guantanamo, mais beaucoup plus belle de Guantanamo. Oui. Et ce n'était pas une prison, non, Guantanamo c'était une prison. Non, pour Napoli c'était un grand marché. Et ça, vous ne supportiez pas que la loi soit américaine? Mais parce que j'étais un peu américain. Oui, c'est ça, exactement. Un quart de mon sang est américain parce que ma grand-mère était américaine. Oui, vous appelez Henry aussi, hein, c'est ça? Harry. Oui, Harry. Voilà. C'était mon nom en famille. Donc c'est une rébellion contre un quart de vous-même, en fait. Mais c'était le fait que ces personnes qui me rassemblaient aussi, parce que en grandissant, j'étais comme eux, exactement physiquement comme eux. Alors, il était le patron de la ville. Quand il y avait la livre sortie de milliers de marines américaines dans la ville était complètement ouverte à eux. Leur champ de bataille, ils venaient de purger leur abstinence alcoolique et sexuelle. Donc c'était le plus grand bordel de la Méditerranée, officiel. Donc j'avais un sentiment personnel de honte. Mais c'était un luxe que je pouvais me permettre parce que la ville était très contente d'accepter d'avoir la 6e flotte. S'il y avait aussi la 7e flotte, c'était mieux encore.
Donc c'était quelque chose de personnel. Est-ce que pour terminer là-dessus et passer à Impossible, avant qu'on en parle, il est beaucoup question d'engagement, hein, d'ailleurs aussi dans Impossible. Est-ce que vous regrettez justement ce fameux procès pour la ligne de train qui vous a quand même pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, qui vous a quand même épuisé? Ça a été très fatigant. Est-ce que vous regrettez finalement d'avoir fait tout ça, ou est-ce que finalement vous avez réussi à expliquer? Est-ce que vous pensez que les gens ont pris conscience de... D'abord, je suis un enthousiaste adhérent de la phrase d'Edith Piaf. Non, rien de rien, je ne regrette rien. Voilà. Donc, je suis... Voilà. Ah ça, Edith Piaf, ça marche toujours. Il faut pas... elle avait des bonnes raisons pour ne regretter rien. Et moi, j'ai aussi des raisons à moi pour ne regretter rien de ça. Non, mais vous auriez pu faire d'autres livres pendant ce temps-là. D'autres livres? Oui. Mais j'ai plein de livres que j'écris. Ouais. Ah, d'autres encore. Non, non, non. Alors, on parle d'Impossible. Alors, Impossible, moi, je l'ai lu en Italie. J'étais en Italie, voilà, pas très loin de Naples. J'ai lu votre livre près de là où vous êtes né. Voilà, c'est peut-être pour ça. Enfin, c'est pas seulement pour ça que je l'ai aimé. Je l'ai adoré en fait ce livre. Pour moi, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai vraiment l'impression quand je l'ai lu de lire un livre. Quand je dis taillé comme un stalactite, c'est que on a l'impression qu'il y a eu énormément de temps, de travail, et c'est affûté, taillé, coupant, solide et en même temps transparent, quoi. Il y a quelque chose de très limpide. C'est un livre qui est un livre joueur aussi. Pourquoi de joueur? Parce qu'on a l'impression de voir un chat qui joue avec une souris aussi entre ces deux hommes. En fait, c'est un huis clos. L'histoire est très simple, en fait, et dans la forme aussi. Et la forme est très simple parce que c'est un interrogatoire, en fait. Question, réponse, question, réponse. Celui qui questionne, c'est un jeune magistrat, un peu fasciné quand même par celui qui l'interroge. Et celui qui est interrogé, c'est un ancien militant révolutionnaire qui est alpiniste, toute ressemblance étant certainement un hasard avec Eri De Luca. Et en fait, cet homme qui est alpiniste, un jour où il est à la montagne, donne l'alerte, en fait, appelle la police parce qu'on a retrouvé un corps tombé au fond d'un ravin sur un endroit très précis de la montagne qu'on appelle une vire. Alors ça, vous nous expliquerez peut-être ce que c'est qu'une vire. Et en fait, qui est cet homme qui est tombé? Eh bien, c'est celui qui a balancé à la police 40 ans avant tout le réseau militant auquel appartenait justement celui qui a donné l'alerte. Alors évidemment, le magistrat, il n'y croit pas. C'est trop simple pour être vrai. Il pense qu'il l'a poussé, que c'est une vengeance 40 ans après. Et donc, il faut juste faire avouer en fait à ce vieux militant ce qu'il a fait. Sauf qu'il tombe sur un os, puisque ce vieux militant est assez coriace, va pas se laisser faire. Et en fait, le lecteur est pris au piège aussi parce qu'il ne sait pas où est la vérité. Et puis, qu'est-ce que c'est d'ailleurs que la vérité? Donc, c'est un duel de mots, hein, question-réponse, je vous le disais, avec un grand suspense, sans qu'on sache. Je vous donne juste un petit extrait, même si tout à l'heure, vous aurez la chance d'entendre Michel Villermoz et Emmanuel Noblet lire justement ce texte qui est fait d'ailleurs pour la scène. Moi, je trouve que ça fera une pièce absolument magnifique. Quel effet ça vous fait de retrouver la liberté? Mais je suis resté libre. Ma liberté n'est pas à la mesure de vos mesures de restriction. C'est la première bière que je goûterai dans le bar le plus proche qui me fera de l'effet. Un jour, une fois sorti de nos rôles actuels, pourrez-vous me raconter comment ça s'est passé? Même sorti de nos rôles, vous resterez un magistrat. Alors c'est absolument magnifique, hein, c'est rotor, c'est passionnant, c'est écrit net, c'est écrit coupant. Je voudrais savoir comment est né ce livre, Eri De Luca, et surtout, comment est née aussi cette forme d'interrogatoire. Parce que c'est drôle, depuis le Tour de Loi, il y a aussi ce côté question-réponse. Vous vous rapprochez de plus en plus d'une ancienne forme littéraire, qui est la forme du dialogue qu'on avait dans l'Antiquité, le dialogue des morts chez Lucien, le dialogue socratique aussi. Donc comment il est né cet impossible? D'abord, l'idée, c'est une idée physique. Je me suis souvenu de cette vire très dangereuse que j'avais... Cette vire, voilà. Qu'est-ce que c'est qu'une vire? Pardon, là, je vous interromps, mais il faut un peu expliquer. Si, c'est facile à dire. Donc, la vire, c'est un passage horizontal sur une paroi très abrupte. Ouais. C'est un passage, la possibilité de la traverser en horizontal.
Et dans les Dolomites, c'est très fréquent d'avoir des différents niveaux de vire sur une paroi. Et cette vire était très dangereuse. C'était très, très fine et sans possibilité de se protéger du dérapage. Je l'ai parcouru parce que j'étais curieux de ce passage qui faisaient les anciens braconniers d'une fois. Oui. Parce que les anciens braconniers d'une fois étaient ceux qui ont connu la montagne pour premier. Et ont été les guides alpines. Les premiers guides alpines étaient des braconniers. Des braconniers. Parce qu'ils connaissaient la montagne. Et donc, quand arrivait le touriste alpiniste qui voulait monter, il connaissait les sentiers et les passages. Donc, je suis certains anciens sentiers d'alpinisme. Ce n'est pas de la philologie, c'est de la curiosité. Et donc, je me suis souvenu de ce passage horrible que j'ai voulu faire, que je ne referai plus. Et donc, tout de coup, m'est venue une histoire du passé. Cette histoire du passé. Donc, ce n'est pas de l'autobiographie directe parce que je n'étais pas ce militant révolutionnaire, parce qu'il a participé d'une lutte clandestine, d'une lutte armée, donc a été incarcéré, a passé des dizaines d'années de prison. Oui, ce n'est pas un innocent, au fond. Hein. Non, c'est quelqu'un qui a purgé toute la pénitence qu'on lui a assignée. La peine, oui. Et si, la peine est aussi une pénitence. Et c'est le même mot, bien sûr. C'est le même mot. Oui, exactement. Et là, donc ça vous est venu en montagne, en fait. Donc vous étiez... Quand j'étais à grimper en montagne, seul, ça m'est venu à l'esprit cette histoire. Et alors, j'ai commencé à l'écrire. Oui. Et j'écris à la main. Oui, mais à écrire quoi, Henri De Luca? Parce que vous êtes à la montagne, parce que à réfléchir sur l'idée de trahison, sur l'idée... vous êtes en montagne, comme ça, devant ce passage. Qu'est-ce qui est venu d'abord? Vous avez dit c'est le passé est revenu, une histoire du passé. Mais en fait, qu'est-ce qui vous intéressait? C'était le rapport des hommes à leur engagement, à la trahison de ces engagements. C'est quoi le nœud du livre? Si, mais ça arrive en l'écrivant. C'est pas un programme que j'ai en tête et que je commence à développer. Parce que quand j'avais à l'école, quand il y avait à écrire le sujet, écrivais toujours hors de sujet. Ah oui. Sortais du sujet, toujours. Oui. C'était impossible. Donc, si je me mets une idée, je la quitte. Ah oui. Et donc, ce qui m'est venu à l'esprit, c'est exactement les premières lignes. Oui. Répétez, alors, redites encore votre version de ce qui s'est passé. Reprenons du début de votre journée. Vous ne reconnaissez pas la personne de la photo que je vous ai montrée. Oui. Voilà. C'est comme ça. Et le reste est passé tout comme ça. Et sur la forme alors? Et la forme du dialogue, c'est une forme qui m'intéresse parce que c'est une forme qui, dans le passé, avait une volonté d'explication, avait une volonté de démonstration. Alors les dialogues que j'ai préférés sont ceux de Giordano Bruno. Giordano Bruno, sì. Mais là, il a été menacé par l'Inquisition, lui, hein, c'est ça? A été brûlé dans la piazza Campo dei Fiori plus à que Rome. menacé, il a été brûlé. Il a été brûlé. Il a été brûlé. Je ne sais pas pourquoi. Mais ce dialogue philosophique allait vers un but, devait démontrer quelque chose. Et par contre, pour moi, les dialogues sont la possibilité de me trouver dans des côtés différents et rebondir d'un côté à l'autre. Et ça m'intéresse parce que ce n'est pas une idée que j'ai en tête. Ce n'est pas un dialogue que j'ai en tête, mais qui s'y produit dans moi tant que je l'écris. Parce que c'est vraiment amusant pour moi de faire cet exercice. De jouer les deux rôles. Si, de jouer au tennis avec moi-même. C'est ça. Et ici, il n'y a pas un résultat. On ne gagne pas. On égalise. On égalise, exactement. Il y a le signe égal à la fin d'ailleurs du livre. Non, il faut que vous lisiez, vous allez adorer. C'est vraiment magnifique. Il y a la montagne, très présente dans ce texte, on l'a dit. Elle est tellement présente que le rapport que l'accusé a à la montagne va totalement fasciner son accusateur, qui veut presque s'initier à la montagne aussi. Au fond, c'est pour ça que je parlais de transmission tout à l'heure. Mais oui, parce que cet accident s'est produit dans un endroit très délicat de la montagne. Et le magistère ne connaît pas de la montagne.
Alors, il se fait convaincre par l'accusé d'aller voir l'endroit, de se faire conduire sur cet endroit. Pas pour le faire tomber, non, d'aller avec un guide expert qui le montre l'endroit. Et donc, il commence à pratiquer l'alpinisme, à pratiquer la montagne, à connaître la montagne. Donc, il a son rôle d'interrogatoire où il doit essayer d'extraire, Faire accoucher sa vérité. Ouais, c'est ça. Et l'accusé, dans une de ses lettres à sa femme, dit « Je ne suis pas enceinte de la vérité ». Oui. Il extrait, mais à côté de ça, il y a aussi une curiosité personnelle vers la montagne et vers les années révolutionnaires qu'il n'a pas connues et qu'il ne connaît qu'à travers des actes judiciaires. Oui. Mais les actes judiciaires ne sont pas une version historique. Oui. Ce sont la version de ceux qui ont battu les autres qui sont restés des vaincus. Oui, la vérité est toujours celle des vainqueurs, hein, et l'histoire est toujours écrite par les vainqueurs. Mais la littérature s'occupe des vaincus. Oui, et la littérature s'occupe des vaincus. Oui, à l'époque d'Homère, non? Les Troyens font une plus belle figure que les Grecs. Oui, et d'ailleurs, même l'Énéide, Virgile. L'Énéide. Votre grand Virgile s'occupe des vaincus, puisqu'en fait, c'est Énée a perdu, réfugié. Mais va refonder, donc redevenir un vainqueur, en fait. C'est la leçon aussi de l'Énéide. Mais parce que c'est comme ça. Vous savez, quand un arbre est en flamme, il jette tout à coup ses semences à l'air. Oui. Non? Et ces semences vont tomber loin de là. Oui. Et Énée est un des réfugiés du monde, qui d'un endroit, n'importe lequel, qui brûle et qui n'a plus la possibilité d'y revenir, vont fonder des autres réseaux, des autres endroits, et faire inséminer le monde. Inséminer, oui, exactement. Et alors justement, bon, je voulais en parler plus tard, mais finalement on y est. Hein. La figure d'Énée, Énée quitte Troie en flammes avec son enfant à la main et son père sur le dos. Le père va mourir, mais l'enfant, non. Revient toujours de plus en plus dans vos livres, enfin j'ai l'impression, le rapport père-fils, le rapport d'une transmission en fait, d'une expérience, d'un savoir, d'une justification aussi d'une vie transmise à quelqu'un d'autre. Pourtant, vous n'avez pas de fils. Je suis un peu incompétent dans cette matière. Ouais. Donc, je n'ai jamais eu le côté, la vision paternelle envers un gène, envers quelqu'un. Donc, je suis resté fils. Vous êtes resté fils, mais dans la littérature, vous devenez père. Mais dans cette histoire de Tour de Loi, je fais sortir d'un monologue un fils qui devient un interlocuteur qui n'est pas quelqu'un qui vient m'écouter pour apprendre quelque chose, mais pour me reprocher de quelque chose. Oui, exactement. C'est aussi ça, les fils. Les fils reprochent des choses à leur père. Moi, j'étais un reprocheur terrible. Donc, j'ai beaucoup protesté avec mon père sur son histoire. Pas sur son méthode d'éducation, non, c'était normal. Qu'est-ce que vous reprochiez à votre père? Alors moi je me souviens, il y a un truc, je vais le rappeler là pour ceux qui ne le savent pas, mais vous dormiez quand vous étiez petit. Vous avez eu cette phrase que j'adore, j'étais l'hôte des livres de mon père. Vous dormiez dans une pièce pleine des livres, totalement envahie par les livres de votre père. Si. Ça c'est génial comme chambre. Enfin, c'est un peu étouffant peut-être au début, quoi. Mais... Peut-être étouffante, mais c'était aussi une belle matériel de protection. Oui. Et qu'est-ce que vous lui reprochiez à votre père alors? Son histoire. Je prétendais de connaître son histoire mieux que lui. Oui. Parce que il avait été témoin d'une histoire la plus tragique de l'Europe, de toute l'histoire d'Europe. Le pauvre. Et les témoins ne sont pas des spectateurs, ne sont pas invités à participer à une représentation. Ce sont des personnes qui se sont trouvées par hasard dans le pire des conditions et qui essaient de se défendre et qui ne comprennent presque rien de ce qui se passe autour d'eux. Et alors, mon père essayait de comprendre ce qui s'est passé. Alors, il avait toute une bibliothèque de livres de son histoire que je lisais et que je connaissais. Je prétendais de connaître mieux que lui.
Et donc je lui reprochais d'avoir, après la guerre, avoir rien fait, de s'être occupé de lui. Arrivé les Américains à Naples, alors il est parti, il a commencé, pour lui la guerre était finie. Par contre la guerre continuait en Europe. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire selon vous? Continuer. J'ai fait partie d'un mouvement qui s'appelle la lutte continua. Continuer le combat. Oui. Et il se fâchait de mon arrogance. Parce que je trouve que c'est bien que les jeunes gens soient arrogants. Que les gens soient arrogants envers les aînés. Les aînés, Oui. si. Et cette génération, avant la mienne, qui a été coétanée des pires choses de l'histoire de l'humanité, bon, cette histoire ne pouvait pas rester réglée dans leur expérience. Se transmettait dans mon expérience. À Naples, par exemple, se transmettait à travers les bombardements. Il était plein de destruction, la ville, quand je suis né et quand je suis grandi. Et le bombardement aérien d'une ville. Mais c'est l'acte de terrorisme par excellence. C'est l'acte qui veut détruire le nombre majeur de vies de personnes désarmées prises dans leur maison comme ça. Ouais. Et Naples a été la ville qui a pris le nombre majeur de bombardements dans l'Italie. Ouais. Donc, ces bombardements s'étaient coincés dans les cauchemars de ma mère. Ouais. Et ces cauchemars de ma mère se sont transmis à moi. Ouais. Et donc, mais j'étais un porteur sain, je n'étais pas infecté. Je n'étais pas infecté comme elle. Ce n'était pas un cauchemar pour moi. Pour moi, c'était un héritage. Et pourtant, vous vous êtes mis à l'écriture, enfin pas à l'écriture, mais à la publication de votre premier livre. Vous avez voulu qu'il soit publié pour que votre père puisse le lire. C'est passé par hasard. Non, je n'avais pas l'intention de publier n'importe quoi. Non, à 40 ans, parce que oui, à 40 ans, mais à 40 ans, je faisais l'ouvrier. Mais votre père était encore vivant. Mais mon père était encore vivant. Donc il a pu le lire. Et si, mais c'est passé par hasard la première publication. Ah, c'était pas pour lui, c'était pas pour qu'il puisse lire. Non, c'est passé par hasard. Mais le résultat était que j'ai pu lui mettre dans la main un livre écrit par moi, publié par moi, par un éditeur, et donc lui faire imaginer un passé, un futur, un avenir différent de celui qu'il avait connu de son fils jusqu'à cette ère-là. Comment il a réagi justement à la lecture de ce livre? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Donc la première chose qu'il a fait, il a pris le livre, il a ouvert le livre, il a mis le nez dedans parce qu'il est devenu presque aveugle et donc il ne pouvait pas le lire. C'est ma mère qui lui a lu le livre. Et donc c'est son geste d'introduction. C'était le parfum d'un avenir différent. Donc une sorte aussi de, comment dire, de rédemption pour lui presque. Parce que il m'avait transmis le livre. Il m'avait transmis le livre et donc je pense qu'il a pensé qu'il avait réussi à faire quelque chose de lui dans moi. On va continuer à parler de ces livres. Je dis juste un mot sur La nature exposée, qui est un autre de vos livres qui est très beau. Il est déjà d'ailleurs question d'alpinisme à travers le personnage d'un sculpteur. Vous avez peut-être lu ce livre, qui en fait, à qui on demande de réparer, enfin de restaurer un Christ en croix, d'enlever en fait le pagne qui recouvre une partie de l'anatomie de ce Christ pour lui redonner finalement toute son intégrité, toute sa nature. Et cet homme, en fait, ce sculpteur, est aussi quelqu'un qui met à profit sa connaissance de la montagne pour faire passer la frontière à des clandestins de plus en plus nombreux. Vous êtes, Eri De Luca, engagé. C'est vrai que votre littérature, de toute façon, elle s'entremêle de vos... Elle est nourrie aussi de tous ces combats que vous avez, ces combats physiques que vous avez et intellectuels que vous avez menés, puisque vous vous êtes engagé aux côtés des migrants. Et vous avez eu, en fait, interrogé sur cet engagement, vous avez eu une très belle phrase. J'ai honte d'être contemporain de naufrages en mer calme. Vous avez cité, on en parlait tout à l'heure, une phrase de Virgile dans l'Énéide. Una salus victis nullam sperare salutem. La seule chance de salut pour les vaincus, c'est de n'espérer aucun salut. Et en fait, je voulais vous demander si votre engagement aux côtés des migrants, aux côtés
des vaincus, pour le moment vaincus en tout cas, des aînés qui traversent, qui quittent leur ville en flammes pour essayer de trouver un avenir meilleur. Est-ce que cet engagement se fonde aussi sur des raisons littéraires? Est-ce que c'est aussi parce que vous avez lu des livres importants qui ont peut-être sculpté l'honnête homme que vous avez voulu devenir? Est-ce qu'il y a des raisons aussi littéraires à cet engagement politique? D'abord, à propos de la nature exposée, bon, il y a une modification de l'iconologie officielle. Les crucifixiés étaient exposés nus, pas avec des culottes. Des draps. Des pagnes, oui, enfin, des draps, oui, des draps. Mais on peut dire alors, culottes. Ouais. C'était comme ça. Donc, et c'était une évidence quand ils se sont partagés les pans du Christ, non? Oui. Et tous les pans du Christ. Oui. Donc, cette iconologie du Christ nu est durée pendant des siècles. Oui. C'est jusqu'à Michel-Ange qui a sculpté un Christ nu en bois pour des moines. Et après, est venue la modification à travers le Concile de Trento, qui a commencé à mettre des culottes un peu partout. Non, tout le jugement universel de Michel-Ange était tous nus, tout nus. Mais il y avait un peintre commandé du Vatican qui a mis les culottes à tout le juge. Il s'appelait le culottier. Le braghettone en italien. Ah, oui, mais la traduction c'est le culottier. Ah, oui. Donc cette modification de l'iconologie. Le braghettone, c'est ça. Il braghettone. D'accord. Et c'était, mais cette iconographie, nous empêche à la personne qui la voit de partager la souffrance de ce corps qui a subi aussi l'humiliation de la nudité, exposé face aux personnes autour. Peuple, oui, oui. Ça, c'était un supplément de mortification, d'humiliation. Et donc, couvrir cette nudité, c'est aussi nous censurer une partie de la mortification de ce corps et de la souffrance de ce corps. Donc, pour moi, en tant que contemporain je suis quelqu'un de la Méditerranée. Je suis né dans cette mer. Je suis grandi mes centimètres sont des centimètres marins. Ça veut dire que je pouvais grandir seulement au soleil de l'île dans les mois d'été. Dans les 9 mois de la ville, je restais de la même stature. À la croissance, vous ne grandissiez que l'été, c'est ça? Que l'été. D'accord. Ah, oui. Que l'été montait les centimètres. Donc tous mes centimètres sont des centimètres marins. Ah oui. Très bien. Et donc j'ai une gratitude vers cet été merveilleux que j'ai eu la chance de profiter. Et donc cette mer est devenue la mer qui nourrit les poissons des corps humains. Parce que c'est ça. Ils ont rempli la Méditerranée de corps humains. Innombrables. La chiffre, ce sont des chiffres de Titanic sur Titanic, de naufrages de Titanic sur Titanic. Donc, je me suis contemporain et coétané de ces naufrages et de ces voyages. Dans la mer d'Énée, dans la mer des réfugiés. Énée, c'était un réfugié. Et où c'est les réfugiés? En Libye. C'est un réfugié, oui, bien. Il va descendre Exactement. en Libye, parce que la reine qui l'accueille est une reine libyenne. Oui. Dis donc. Ouais, il la quitte en plus. Il la quitte, il profite de ce... Même parce qu'il a une mission à accomplir. Oui, d'accord, mais bon, il la quitte. Et en plus, il est devenu une espèce de marin, donc il a des femmes partout, dans tous les ports. Oui, bien sûr, mais bon. Et donc on disait justement, est-ce que justement toutes ces lectures-là ont nourri le petit garçon que vous étiez, l'adolescent? Est-ce que vous pensez en fait... Ma question c'est est-ce que la littérature, dont vous dites souvent qu'elle nous aide à être vigilants,
Vous avez eu cette phrase aussi, on est vigilant. Quand on lit, quand on a eu l'habitude de lire, on est plus vigilant que les autres. On se fait moins manipuler. Est-ce que ce rapport à la littérature, dans la petite maison, dans la chambre remplie de livres dans laquelle vous dormiez, est-ce que c'est elle aussi, est-ce qu'elle n'a pas une petite responsabilité dans l'homme engagé que vous êtes devenu? Je suis pas un homme engagé. Je suis quelqu'un qui a dû prendre des engagements inévitables. Quelle est la différence, pardon? Parce qu'à l'engagé, c'est quelqu'un qui est engagé tout le temps. Je suis aussi alpiniste parfois. Oui, je fais aussi de la maçonnerie. Donc, je ne suis pas quelqu'un qui s'engage de tout ce qui se produit dans le monde. Non. Je prends des engagements qui me prennent pour le coup et m'empêchent de rester tranquille. Oui. Et donc, je suis agité par l'époque, oui, par le siècle, m'agite. Mais je peux dire que quand j'ai reçu l'invitation de Médecins sans frontières de monter sur leur bateau de sauvetage dans la Méditerranée, j'ai amené avec moi l'Énéide. Ah, ouais. Oui, donc au fond, l'Énéide, qui est un des textes majeurs de l'Europe, en fait, vraiment aux sources vraiment de l'Europe, a encore évidemment une résonance avec aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un universel européen qu'on a oublié quand on refuse d'accueillir ces migrants. Oui, qu'est-ce que c'est cette mer Méditerranée, hein? Qu'est-ce que c'est? Un fossé avec des crocodiles. C'est la définition de la mer Méditerranée, c'est une définition donnée par un poète. Et le plus grand en circulation était Homère. Et Homère dit que la mer est une voie liquide, hygrakelefta, une voie liquide. Ça, c'est la définition de la mer. C'est une voie. C'est la voie où notre pays, l'Italie, a reçu la civilisation de l'Afrique et de l'Asie par la mer qui est venue. Les Grecs sont venus fonder ma ville, Napoli. Les Napolitains ne voulaient pas habiter à Naples. Voilà. Les Napolitains ne voulaient pas habiter sous un volcan catastrophique et sur un sol sismique. Sont venus les Grecs qui ont planté la ville là, et après ils sont partis, ils sont restés les Napolitains. Et alors les Napolitains ont dû s'adapter à la condition. Mais nous avons été inséminés à travers la voie liquide de la Méditerranée. Donc c'est une voie de la civilisation. Et nous, aujourd'hui, la réduisons à une espèce de barrage. Barrage aveugle qui coupe sans aucun un projet. Mais avec des naufrages en mer calme. Car c'est une blasphémie pour quelqu'un qui est né dans la mer. D'ailleurs, je rappelle que Europe était une petite princesse qui venait de l'autre côté de la Méditerranée. Elle était phénicienne, Europe dans la mythologie. Et donc, en fait, le nom qu'on a donné à ce continent, le nôtre, le nom d'Europe, en fait, porte en lui le message de l'autre côté de la Méditerranée, de toute façon. Sûr, mais nous sommes aujourd'hui, et depuis quelques milliers d'années, des monothéistes. Mais nous n'étions pas monothéistes. Non. Nous étions très heureusement polythéistes. Oui. Le monothéisme nous est arrivé par voie marine. Exactement. Ce sont des prisonniers, ce n'est pas des missionnaires qui voulaient convertir les gens. Vous êtes athée? Non, je suis non-croyant. Non-croyant. Mais la différence a une valeur pour moi. Parce que non-croyant, c'est quelqu'un qui exclut la divinité de sa vie, mais pas de la vie des autres. Oui. Par contre, l'athée l'a exclu de sa vie et aussi de la vie des autres. Oui, il veut que ça soit... Voilà. Donc, je pense que quelqu'un qui a à la fois une intimité, une relation, une connaissance que je n'ai pas. Alors, vous êtes non-croyant. Qu'est-ce que vous trouvez dans cette fréquentation quotidienne, justement, des textes sacrés du monothéisme? Qu'est-ce qu'il vous apporte? Donc, tout du début du livre que nous appelons Genèse, et dans sa langue est Breshit, ça veut dire en principe, tout du début, la divinité parle. Et il dit, c'est le verbe plus fréquent lié au nom de la divinité dans tout l'Ancien Testament. Il dit et ça se produit, en fait. Il dit, mais il ne dit pas simplement pour communiquer quelque chose. Il fait aussi cet exercice de relation. Mais il dit aussi quand il n'y a personne. Il dit quand il n'y a personne? Personne. Quand il dit « sois la lumière ». Oui, fiat lux.
Oui. Yehi or, c'est En hébreu. En hébreu. Ouais. En quel langage a parlé la divinité? Se demander à Saint Augustin, on ne sait pas. Mais on sait en quel langage a été imprimée la première version. Oui. Oui. C'était ancien hébreu. Oui. Donc, il dit, Yehi or, va Yehi or. Et il fut la lumière. Oui. C'est sa voix et son dit, c'est pas sa parole qui fait advenir la lumière. Et tous les 6 jours de la création sont précédés de et il dit. Et sa parole fait advenir la création. Donc c'est pour moi que je suis quelqu'un qui est amoureux de la parole, non? Et de la lecture, et de la... Ah, mais je trouve là le maximum de résultats qui a rejoint cet outil de la parole. La capacité de devenir immédiatement chose accomplie. Cette langue exagère. Il y a un vocabulaire dans un mot hébraïque qui veut dire mot et chose accomplie, directement. Le mot, oui, le mot et chose accomplie. C'est le même mot. C'est le même mot. Le même mot, ouais. Ne peut exister que dans cette histoire et dans cette langue. Et une fois que vous avez découvert ça, oui, on va. Non, mais... Moi aussi, ouais. Une fois que... L'eau, c'est pas suffisante pour moi. J'ai des cordes vocales alcooliques. Ah oui, ben ça, on aurait pu... Qui réagissent à l'introduction de l'alcool. Oui, qui enflamme un peu tout et qui, ouais. Ça, c'est l'eau qui m'enflamme. Ah oui, oui. Oui, il y a une phrase d'ailleurs, une phrase de vous, ça vous m'aviez dit ça à la radio, « J'habite encore des feux éteints ». J'adore cette phrase. Voilà, c'est un peu la phrase que j'essaie de décrypter, comme vous faites tous les matins avec l'hébreu. Non, mais une fois que vous avez découvert ça, que dans justement ces textes sacrés, les textes de la Bible, qu'il y a une adéquation entre la parole et le fait que les choses adviennent, soient réalisées. Qu'est-ce que vous avez trouvé d'autre en fait? Parce que vous le faites tous les jours, ça c'est une des premières découvertes, mais quelles autres découvertes vous avez faites dans ces textes? Parce que vous faites tous les jours cette lecture. Est-ce qu'elle infuse aussi dans votre écriture? Parce que de plus en plus, c'est très sec, taillé, essentiel. Vos phrases, elles sont de plus en plus resserrées, minérales, je disais tout à l'heure. Est-ce que ça, c'est aussi l'influence de cette lecture quotidienne? Non. 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 Ce qui me donne, qui m'a ajouté de valeur à joindre, c'est l'habitude. L'habitude et la discipline. Et c'est une discipline qui m'est venue de la vie ouvrière. Parce que je faisais l'ouvrier, j'arrivais à la fin de la journée qui était complètement... éreintante, quoi. Ouais. Terminée. Alors je faisais quelque chose pour moi avant. Je me réveillais 1 heure avant pour étudier et pour lire. Et cette heure première m'a donné un sens d'avoir fait quelque chose pour moi, que la journée n'était pas arrachée complètement. Il y a un vers du prophète Amos qui dit « Comme tire de la bouche d'un pasteur, un berger tire de la bouche du lion des pattes en bout d'oreille, comme ça seront sauvés les fils d'Israël. » Et ça veut dire donc, qu'est-ce que fait le berger qui se met à tirer de la bouche du lion des choses insignifiantes? Pourquoi il fait ce geste courageux, hardi, pour rien du tout? Parce qu'il n'est pas le patron du brebis. Alors il doit démontrer au patron du brebis qu'il ne l'a pas perdu par insouciance, par distraction, mais qu'il s'est battu contre la force majeure. Et là sont les témoignages. Et donc, je faisais quelque chose comme ça. Je me battais contre la force majeure de la journée qui m'arrachait toutes les énergies. Et j'ai arraché des petits morceaux, mais avant, de la bouche du lion. Ouais. Oui, mais ça aurait pu être... avait un valeur à joindre pour moi. Oui, mais ça aurait pu être Dante, ça aurait pu être des grands romans. Oui, j'avais choisi la Bible. J'avais déjà fait des grandes lectures comme ça. Mais pourquoi la Bible? En fait, ce que je voudrais comprendre... Parce que j'ai rencontré cette histoire. J'ai rencontré ce livre dans un endroit où il n'y avait aucun livre. Pas au Parti communiste. Non. J'étais inscrit au Parti communiste dans le 60, quand j'avais 16 ans. Et à 17 ans, je n'ai pas renouvelé la tessera, insomma, l'inscription.
Non, c'était un acte individuel contre ma famille, là. Bon, il faudra revenir, Eri De Luca, parce qu'il faudrait qu'on prolonge cette conversation. Il nous reste 2 minutes. Alors, j'avais plusieurs choses à vous demander, mais simplement, je voudrais qu'on termine sur une note de lumière. Vous avez connu un peu Pasolini, qui était aussi du côté des lutteurs dans son époque, et qui avait écrit ce texte très beau sur la disparition des lucioles. Il disait, voilà, nous sommes dans une époque, alors on peut interpréter ça d'ailleurs de plusieurs façons, environnementales aussi, les lucioles qui disparaissent, peut-être à cause de la pollution, etc. Je voudrais savoir si dans le monde tel qu'il se dessine aujourd'hui, cette époque très compliquée, on sort d'une période dans laquelle on rentrera peut-être, en tout cas on n'espère pas, de confinement, d'une Méditerranée qui est totalement, je veux dire, chaotique, de la Turquie à la Libye, avec la Grèce. Enfin, ça devient vraiment un théâtre polémique au sens grec du mot polémos. Donc c'est une époque très très compliquée. Est-ce que vous voyez les lucioles réapparaître ou est-ce que pour vous elles ne sont pas mortes pour longtemps? D'abord un mot sur Pasolini. J'ai admiré son courage physique. Normalement, les intellectuels n'ont pas du courage physique. Non? Et lui, les intellectuels, normalement, n'ont pas du courage physique. Ouais, enfin, sinon, du front à des événements... Ouais, je ne suis pas d'accord avec vous. Non, je pense qu'il y a plein d'intellectuels qui ont un courage physique et que ce n'est pas antinomique. On peut avoir un courage intellectuel. Non, voilà. Vous avez une connaissance meilleure de la mienne, évidemment. Non, mais... non, je parle en Italie, donc je connais. Et en Italie, dans le panorama italien, ça me semblait à moi qu'il était le seul qui avait ce courage physique. Que c'était comme ça, qui était fait comment? Il était sur la rue. Il venait voir les manifestations, ne le regardait pas des fenêtres. Il descendait dans la rue. Il était seul. Et notre manifestation était souvent des manifestations violentes. Mais il était là, à côté, et j'ai, en tant que responsable de cette activité de résistance de rue, j'ai eu l'occasion 2 fois de lui garantir l'incolumité. Donc, parce que j'admirais son courage. Son courage d'être curieux. Je n'ai pas ce courage universel. Je fais des choses que je suis dans la rue avec des personnes avec lesquelles je partage leur point de vue et leur bataille. Sinon, par curiosité ou par témoignage, j'y vais pas. Donc, je continue à admirer lui. Donc, à propos des lucioles. Oui. Les lucioles, je suis quelqu'un de jour, non? Il y a aussi des lucioles de jour. Ce ne sont pas simplement le travail nocturne. Ils ne font pas toujours le travail nocturne. Il y a des lucioles de jour. Et naturellement, pendant le jour, ils n'allument pas, rien à allumer. Mais ils se manifestent avec un parfum pour les autres lucioles autour, de l'autre sexe. Et alors, il y a des lucioles. Dans cette période, oui, il y a des lucioles. Je ressens le parfum. Et vous ne voulez pas nous dire quelle sorte de lucioles vous voyez dans l'époque? Ça est la suite de l'interview que nous ferons dans un autre théâtre comme ça. Oh, très bien, parfait. Écoutez, merci. Voilà, donc n'oubliez pas d'être des lucioles de jour aussi. Donc là, vous allez avoir beaucoup de chance parce que vous allez entendre pour la première fois, en fait... ce texte qui, quand on le lit, vraiment, on se dit on voudrait tellement voir ce texte sur scène. Et en fait, Nancy, le plus grand festival littéraire de France, qui marque le coup d'envoi de la rentrée, vous offre en fait cette première résonance sur scène du texte d'Eri De Luca, Impossible. Et puis après, vous signerez votre livre pour vous en fait. Donc merci à lui. On l'applaudit encore une fois. Merci. Bravo.
Reprenons du début de votre journée. Vous ne reconnaissez pas la personne de la photo que je vous ai montrée. Je ne la reconnais pas. J'oublie les visages, à plus forte raison des années plus tard. Je ne pourrais répéter que ce que j'ai déjà dit. Ce n'est pas sûr. Vous pouvez ajouter quelque chose que vous n'avez pas dit avant. Peut-être. Mais il ne s'agit pas d'une conversation entre deux voyageurs dans un train. Je suis interrogé par un magistrat. Vous décidez des sujets, mais moi je décide si j'ai envie de livrer ou non un souvenir. Je comprends. Je vous demande tout de même de revenir sur votre journée. Je me réveille tôt, vers 5 heures. J'attends 7 heures pour descendre dans la salle à manger et prendre mon petit déjeuner. Je remonte dans ma chambre, je me lave les dents, je sors, je prends ma voiture et je me dirige vers la montagne que j'ai décidé d'escalader. Je cherche des endroits difficiles, en dehors des sentiers battus, pour me sentir à l'écart du monde. Ce jour-là, j'ai choisi la vire du Bondiarac, en Valbadia. C'est un endroit escarpé et dangereux. J'ai laissé ma voiture et j'ai emprunté le sentier obligatoire qui monte de la Capana Alpina au col de Loccia. À 7h30, il n'y a encore personne. J'ai été étonné de voir que quelqu'un, plus haut, me précédait. Un homme ? Oui, un homme. On peut avoir un curieux comportement en montagne. Si l'on sent quelqu'un derrière soi qui grimpe plus vite, on accélère pour ne pas se faire dépasser. C'est enfantin, mais c'est fréquent. Il est évident que si l'autre est plus rapide, on sera rattrapé. Celui qui est devant force le rythme et devra bientôt ralentir ou s'arrêter pour reprendre son souffle. Il y a ceux qui font semblant de lasser leurs chaussures, de regarder le panorama, de prendre une photo. S'il s'agit d'un couple, alors j'entends l'homme qui invite la femme à monter plus vite. Il le dit à haute voix. Il tient à me faire savoir que lui grimperait beaucoup plus rapidement. Quand c'est moi qui tombe sur quelqu'un de plus rapide, je ralentis et je lui cède le passage. Je n'aime pas avoir quelqu'un dans mon dos. Vous voyez, cette remarque ne figurait pas dans votre précédent compte-rendu. La présence de quelqu'un dans votre dos vous dérange. Vous préférez être derrière, suivre. C'est intéressant. Continuez. Je suis jusqu'au moment où je dois dépasser. Je n'ai pas rattrapé cet homme. Il avait manifestement forcé le pas. C'est mieux comme ça. Je préfère éviter. Quand je grimpe à un rythme soutenu, mon corps entre dans une sorte d'état de méditation pendant que ma tête passe de pensées légères à d'autres, plus solennelles, à des images, couplets, des chansons, dialogues à distance. C'est un rythme intense et je n'ai pas envie de l'interrompre pour dépasser quelqu'un et saluer. Quand je grimpe, je ne fais pas de pause. S'il faut réduire l'allure, je ralentis, mais je ne m'arrête pas. Toujours est-il que je suis arrivé au bout du sentier, au col de Loccia, où commence le haut plateau de Fanes, sans avoir à dépasser qui que ce soit. De là-haut, on s'écarte du chemin de terre battue pour emprunter la vire du Bondianac, au pied de la paroi verticale du Piz Conturines. C'était un endroit bien connu des braconniers d'autrefois. Voir cette personne devant moi qui se hâtait dans cette direction m'a agacé. Elle se hâtait. Du col de Loccia, il faut d'abord descendre dans une dépression, puis on recommence à monter. Cet homme devant moi courait en descente. J'ai continué dans la même direction, à pas plus lent. Si cet homme voulait mettre de la distance entre nous, j'étais d'accord. Je ne l'ai plus vu pendant un moment, puis j'ai retrouvé à nouveau, au début du passage, sur la vire. Il était à quelques centaines de mètres à vol d'oiseau. Vous l'avez revu combien de temps après ? Pas plus de 2 heures après, il marchait craintivement. Craintivement, c'est-à-dire ? Il s'appuyait à la paroi.
Sur ce sol caillouteux, il faut mettre tout le poids du corps sur le pied pour ne pas glisser. Mais en s'appuyant à la paroi, cet homme compromettait son équilibre. C'est ce que fait celui qui ne se sent pas sûr de ses appuis. Je vois. Continuez. Je n'ai plus pensé à lui. Le passage sur cette vire exige de la concentration, de regarder fixement par terre, un pas après l'autre. C'est comme si l'on essayait de ne pas faire de bruit, parce que le bruit est synonyme de cailloux qui glissent sous les pieds. Sur la vire du Bandianac, il faut faire les bons pas à côté du précipice. J'ai avancé ainsi encore 1 heure environ. Je suis arrivé à un endroit qui était éboulé. Les pluies, l'accumulation de la neige de l'hiver passé balaient des portions du sentier, laissant une crevasse au milieu. Je ne pouvais pas continuer, je devais rebrousser chemin. C'était sans regret. Mon but est de marcher dans des endroits déserts et j'avais déjà obtenu ma part. L'éboulement n'était pas récent, mais on voyait quelque chose au fond. J'ai pris mes jumelles et j'ai vu des vêtements au milieu des rochers. Impossible de descendre pour vérifier. J'ai appelé le 112 et j'ai fait le signalement. Puis j'ai attendu pour indiquer l'endroit à l'hélicoptère. Il est arrivé en 20 minutes. Ensuite, je suis revenu sur mes pas. Et maintenant, depuis quelques jours, je répète cette journée pour la 3e fois. Vous n'étiez pas ensemble? Non. Je vais seul en montagne. De toute évidence, cet homme faisait la même chose. Vous n'avez pas entendu crier? Une personne qui chute crie. Je n'ai pas entendu crier. Sinon, je me serais dépêché pour essayer de porter secours. Qu'emportez-vous dans votre sac à dos? Des jumelles et quoi d'autre? Un bout de corde, des mousquetons au cas où je devrais aider quelqu'un en difficulté, une toile imperméable et une autre pour me réchauffer en cas de bivouac forcé. Je n'emporte ni à manger ni à boire. Pas de boussole? Je ne vais pas en mer. Vous avez appris plus tard à qui appartenait ce corps? Par le journal. Une étrange surprise, n'est-ce pas? Vous vous trouviez sur le même sentier peu fréquenté 40 ans après le procès. Lui ou un autre, il se produit bien des accidents en montagne. J'ai échappé à plusieurs, c'est une question de chance. Des accidents? Décidez si celui-ci en est bien un et du ressort de ma fonction. La coïncidence éveille les soupçons. Coïncidence? Une des innombrables qui se produisent autour de nous et que nous ne remarquons même pas. Mais dans ce cas précis, le mot coïncidence ne vous suffit pas. Pour décider qu'il s'agit d'un accident, je dois parvenir à exclure qu'il y ait eu une rencontre intentionnelle entre vous et cet homme, qui fut autrefois un collaborateur de justice, qui a contribué à l'arrestation d'un bon nombre des vôtres, vous compris, et qui a purgé pour ça une longue détention. Vous êtes disposé à parler d'accident du travail quand il s'agit en réalité d'homicide de travailleurs poussés au-delà des limites de leur résistance et des conditions de sécurité. Vous qualifiez d'accident les dizaines de milliers de blessés et le millier de morts dus au travail manuel chaque année en échange d'un salaire. Mais ici, vous doutez du mot « accident » quand il se rapporte à une activité périlleuse, ludique, avec des risques pris délibérément, en toute conscience du danger encouru. Ce sentier de la vire est difficile. Est-ce moi qui ai amené cet homme là-haut? Est-ce moi qui l'ai porté sur mon dos pour le jeter dans le vide? Ceux qui vont là tiennent compte du précipice. Votre question devait être, dans de telles conditions, qu'est-ce qui vous pousse à faire ça? La réponse est personne. Nous n'avons pas de commanditaires. Ils sont inutiles. La montagne est un mobile suffisant.
Drôle de jeu de mots, n'est-ce pas? La montagne immobile par nature est un mobile. C'était exactement ça. Elle attire à elle. Chacun a ses propres raisons d'y aller. La mienne est de tourner le dos à tout, de prendre de la distance. Je rejette le monde entier derrière moi. Je me déplace dans un espace vide et aussi dans un temps vide. Je vois comment était le monde sans nous, comment il sera après. Un endroit qui n'aura pas le besoin qu'on le laisse en paix. Là-haut, je suis un étranger, sans invitation et sans bienvenue. Même la guerre d'il y a 100 ans n'a pas marqué les montagnes. Les rochers détachés par les explosions ont roulé comme à toute autre époque sans laisser de signature. Un livre d'un alpiniste français a pour titre « Les conquérants de l'inutile ». Inutile. Cet adjectif a une valeur pour moi. Dans la vie économique où tout repose sur la partie double, donner, avoir, sur le profit et l'utile, aller en montagne, grimper, escalader est un effort béni par l'inutile. Il n'est pas utile et ne cherche pas à l'être. Je fais encore des métiers manuels en tant que salarié. Ils comportent des dangers obligatoires, eux aussi comptabilisés dans la fiche de paie sur la ligne des indemnités de risque. En montagne, je prends mes risques, libre de tâches imposées, ludiques et parfaitement inutiles. Qu'est-ce qui nous pousse à faire ça? La beauté de la surface terrestre qui touche sa limite vers le haut avec l'air, comme le rivage avec la mer. Dépenser gratuitement mes énergies là-haut me récompense. Pauvre de moi. Je me laisse transporter en parlant de montagne. Je vous demande de poursuivre votre récit. Je vois. À moi, il me reste le choix de ne pas continuer. Vous voulez faire une pause, prendre un café? Non, merci. Je veux arrêter. Votre technique consistant à faire répéter jusqu'à épuisement a atteint son but. Je suis épuisé. C'est votre décision. En ce qui me concerne, s'agissant d'un cas de suspicion d'homicide camouflé en accident, je dois vous placer en garde à vue. Je suis en état d'arrestation. Vous pouvez faire appel à un avocat de confiance ou il vous en sera désigné un d'office. Amore mio. Je pense à la photo de toi que tu m'as envoyée à Noël. Un visage de petite coquine, ironique, décidée, un regard de défi relevé, droit dans l'objectif. Ça m'a fait sourire, et mon sourire ne s'effaçait plus de mon visage. Tu avais 7 ans. J'ignore quand tu liras cette lettre. Pour le moment, je l'écris pour me tenir compagnie en pensant à nous deux ensemble. La pièce qui m'accueille 23 heures par jour s'appelle « Cellule d'isolement ». Mais elle ne m'isole pas du tout de toi et de ce qui compte pour moi. J'ai vécu dans des endroits plus inconfortables. J'ai du papier, un stylo et du temps. Je fais de la gymnastique. Je répète mentalement ce que je sais, chansons, vers, proverbes. Je ne sais pas ce que je fais ici, à quel point du code on m'associe. J'ai droit à un avocat, mais je n'en veux pas et je n'en ai pas besoin. On m'en donnera forcément un malheureux qui ne pourra pas refuser. Avec moi, il devra en faire le moins possible. Je me chargerai moi-même de ma défense.
J'ai tort de parler de défense. Je me chargerai de mon extranéité. Le magistrat qui m'interroge à la moitié de mon âge, il ignore tout de la montagne et des histoires des années révolutionnaires. C'est moi qui devrais l'interroger. Il n'est jamais allé en montagne et il essaie de comprendre ce que je vais y faire. Je lui ai répondu qu'on n'y va pour rien qui sert à quelque chose, car l'inutile est beau. Je sais que ce n'est pas une explication, mais avant de poser une question sur un sujet, on devrait savoir de quoi on parle. Hein. Je ne demande pas à un pilote ce que c'est de voler si je n'ai jamais pris l'avion. Je garde la bonne partie de la réponse que je te réserve. Je vais en montagne parce que c'est là-haut qu'est arrivé le bord de la terre. Sa frontière entre le ciel et l'univers se trouve là-haut. Et alors, en grimpant, je peux aller jusqu'au point où il n'y a plus rien à escalader. Je suis la terre jusqu'à l'endroit où elle s'est élevée et continue encore à s'élever, car les montagnes grandissent. J'y vais par admiration pour les forces qui dépensent leur énergie démesurée là-haut. Cette année, j'ai traversé des avalanches qui ont effacé des routes, des forêts abattues par les vents, des versants tombés au fond de la vallée. Et au milieu de ces effondrements, la vie animale existe et se reproduit. Je croise des chamois qui grimpent en courant, en apesanteur et plus bas, dans des bois. Mon passage surprend une biche. C'est une créature dont la pure élégance est l'effet d'une intense surveillance des dangers environnants. Elle transforme sa vigilance en mouvement agile et parfait. Sa fuite est une danse. Je savoure chaque rencontre. Si elle s'arrêtait près de moi, je m'inclinerais et je lui ferais un baisse-pattes. C'est comique, mais je ne le dis pas pour plaisanter. Elles ne vieillissent pas. Je n'en ai vu aucune devenir toute chiffonnée comme c'est le cas pour nous. Elles meurent précocement avant de traîner leur vie exténuée, épuisée. Je pense à nos journées ici en montagne, à tes réveils grognons qui me suivaient, somnolents au petit déjeuner de 7 heures. Tu te ranimais tout de suite en bavardant avec Erika. Je faisais cuire 2 œufs durs pour toi, puis nous partions pour notre ascension et tu t'arrêtais pour photographier des nuages, des fleurs, des étangs. Avec toi, j'ai appris le mot amour et les jours, eux, de Pâques, chacun avec une surprise à l'intérieur. J'avais déjà été amoureux avant de te connaître, mais jamais longtemps. Je cessais de l'être aux premières contradictions. Avec toi, j'ai appris l'amour qui maintient sa prise et sa durée au-delà des disputes, des différends, des défauts, jusqu'à les aimer aussi. C'est l'amour pour ton air contrarié, tes explosions et le retour des sourires ensuite. C'est comme en montagne, toutes les expressions me plaisent, même la pluie, la sauce prise en grimpant qui ne refroidit pas le corps et n'a pas besoin d'abri. Aussi ai-je décidé que ma définition du mot amour était toi. Je t'appelle Amoremio ou bien Amoremi. Tu dis que ça devrait être plus que ça, que je dois t'aimer encore plus. Je ne sais pas ce que c'est plus, en quoi ça consiste. Je reconnais que je suis médiocre avec toi. À l'école aussi, j'étudiais, je m'appliquais, mais mes notes restaient au-dessous de la moyenne. Ma spécialité, elle était le 5 sur 10. Mais face au professeur qui m'interrogeait, j'en disais moins que je ne savais, et j'en étais conscient. C'était une réticence ou une opposition. Je ne voulais pas partager, je conservais pour moi une partie de la réponse attendue. Mais avec toi, je la verse entièrement et je sais donc qu'elle ne te suffit pas. Avec ce magistrat, je me retrouve face à un interrogatoire du temps
où j'étais écolier. Les âges sont inversés. Moi, je suis un vieil élève redoublant, lui, un jeune remplaçant qui en sait moins que moi sur le sujet. Avec lui, je retourne à mes réticences. Avec toi, je fais de mon mieux et je vois que ça ne suffit pas. Je m'écarte du sujet. J'arrive pas à parler d'amour plus de 5 minutes. C'est pour ça que tu protestes. Et moi, je souris comme au début de cette lettre. Je l'achève avec la pensée de ton reproche boudeur. Amore mio, une autre lettre, puisque je dois rester ici. On s'imagine que l'isolement est silencieux. En fait, le couloir des autres cellules est plein de vacarme. Il résonne de cris et de bruits de ferraille en tout genre. Ce soir, j'imagine que je suis dans un bateau à voile en pleine mer. Les journées de lumière se raccourcissent, l'air se rafraîchit, il fait route vers le nord. Il y a des jours sans vent, à l'arrêt, en latitude et en longitude, des jours épinglés par un collectionneur de papillons. Je les ai connus quand j'ai eu l'âge du purgatoire. Aujourd'hui, c'est un de ces jours-là. J'ai refusé de sortir à l'heure de la promenade. Je suis resté dans ma cabine à regarder les cartes tracées au plafond. J'ignore tout de ce voyage. Je ne sais ni où ni quand aura lieu l'accostage sur la terre ferme. Ce qui compte pour moi, c'est que les jours aient un sens avec une proue qui glisse lentement en avant, en compagnie du temps. Je ne regarde pas à travers le hublot la mer basse, illimitée, rien à voir, à mesurer. Et je repense aux années passées enfermées dans des cellules avec des prisonniers qui s'efforçaient de les transformer en studios. Puis les perquisitions jetaient tout par terre et on refaisait des cellules. Mieux vaut l'isolement où il n'y a rien à ramasser ni à remettre en ordre. Là-dedans, on oublie qu'on est un corps dans le monde. Là-dedans, il y a des tas de raisons pour cesser de croire en quelque chose. Alors je m'en sers en cessant de croire à la cellule. Le magistrat m'a fait savoir qu'il ne me convoquerait pas. C'est aimable de sa part. Il pouvait me faire attendre. Mais moi, je n'attends rien. Moi, je suis ici et c'est tout. Et j'essaie de m'habituer. L'objectif n'est pas la liberté, mais de dépasser la première semaine. Une fois franchi ce cap, peu importe combien d'autres. Comme à l'usine, au début, les machines tournent et un ouvrier doit se placer dans l'engrenage jusqu'à ne plus y prêter attention. Ici, à certains moments de la journée, j'oublie où je me trouve. C'est le premier signe d'adaptation. Le magistrat est du Sud, lui aussi, mais son accent ne me dit pas d'où. Il peut être des Abruzzes ou du Molise. C'est un grand échalas brun. Il me fixe avec les yeux tristes et pénétrants des photos des grands-parents d'autrefois. Je lui rends son regard. C'est le seul moment d'égalité qui m'est permis, à moi, l'accuser. Quand il voit que je l'observe, moi aussi, il se met à feuilleter son dossier. Il a les paupières rouges, des sourcils épais comme une bonne paire de moustaches. Il porte des lunettes, les retire souvent. Il montre qu'il écoute avec plaisir. Il préfère m'encourager, me donner de la corde. S'il croit que je me pendrai tout seul avec ma propre corde, il perd son temps. S'il croit qu'en parlant, je vais trébucher sur une contradiction, il se trompe de personne. Je ne peux pas trébucher, car en montagne, si on trébuche, c'est la chute. Il me soupçonne d'avoir jeté cet homme du haut de la vire. Pour toi, peu importe que je sois coupable ou non, tu m'as voulu tel que j'étais, tu ne t'es pas soucié de mon passé, tu ne m'as rien demandé sur cette époque d'affrontement et de colère publique. Je te suis reconnaissant de ta volonté de faire que le passé commence avec nous deux. Celui que j'étais avant t'importe peu. Tu ne me quitterais pas si j'étais déclaré coupable. Nous en avons parlé un jour de façon abstraite. Si je devais aller en prison, tu ne viendrais pas me voir et tu ne m'écrirais pas, mais tu m'attendrais.
Nous nous sommes même serrés la main pour sceller notre pacte. Pour toi, il n'y a que nous deux qui comptons. Le reste du monde est si flou qu'il faut mettre des lunettes pour le voir. Tu vis loin, là-bas, au milieu des méridiens, mais je suis habitué à te parler comme ça aussi. Là-dedans, je parle à haute voix avec moi-même pour te faire savoir ce que je fais et ce qui se passe par ma tête. Pour moi, la liberté n'est pas de pouvoir aller me promener, mais de garder ensemble les mots « pour toi » et leurs conséquences. Je te dis que je t'aime, et je le fais continuellement. La liberté, c'est de nous garder ensemble, même là-dedans. Aucune cellule ne peut m'enlever cette liberté. Je n'ai rien contre ce magistrat. Avec moi, il tente un dialogue à la Socrate. Il veut être l'accoucheur de la vérité. Réminiscence scolaire, l'art de la maïeutique. S'il cherche une vérité nichée en moi, s'il croit la porter à la lumière comme un nouveau-né, il s'apercevra fatalement que je ne suis pas enceinte. Avec cette boutade de mauvaise qualité, je termine cette lettre. À la prochaine. Amoremi. Reprenons l'interrogatoire en présence de l'avocat de la défense commis d'office, puisque vous n'en avez pas désigné un de confiance. Vous connaissiez l'homme tombé de la vire du Bandariach, car c'est lui, le collaborateur de justice, qui vous a dénoncé il y a pas mal d'années. Je n'accepte pas le sens de collaborateur de justice. Quelle est votre définition ? Une personne qui dénonce ses propres camarades dans le but d'obtenir une réduction de peine, une remise en liberté, pour moi, c'est quelqu'un qui trahit. Et s'il s'agissait en fait de repentance active, il ne partageait plus la ligne politique de l'organisation. Il s'est livré lui-même au terme d'une démarche d'autocritique. La dénonciation de ses propres camarades devenait un acte libératoire qui pouvait même offrir une solution à ceux qui étaient encore dans l'impasse. J'ai rencontré des personnes de votre organisation qui ont reconnu que leur arrestation les avait sauvés du pire. Cette démarche ne vous semble pas plus humaine et plus complexe que le simple verbe « trahir » ? Celui qui dénonce ses propres camarades reste enfermé dans le verbe « trahir ». Ce que vous appelez repentance est une abjuration, un reniement encouragé par différents avantages, du programme de protection au changement de nom, à la remise en liberté. La repentance est du domaine de l'intime et ne fait pas commerce de soi-même. Elle concerne la conscience de celui qui passe par là et non les documents judiciaires. Vous pensez bien que j'ai eu le temps de réfléchir sur le sujet avant vous et davantage. Vous restez un irréductible. Irréductible ? Irréductible à quoi ? Parce que je n'abjure rien et que je ne me frappe pas la poitrine comme un pénitent ? C'est le pénitencier qui s'est chargé de me la frapper et de me réduire à la condition de détenu pour un paquet d'années. J'ai payé ma dette sans aucune remise. C'est la peine assignée qui a été irréductible, pas même d'un seul jour. Je refuse votre définition qui prétend juger l'opinion que j'ai de ma lutte politique. Dans le langage courant, l'irréductible est celui qui s'entête à tenir pour légitime le crime commis. C'est un synonyme d'irrécupérable, si vous préférez. C'est un langage qui vous appartient, vous à qui la condamnation purgée ne suffit jamais. La peine sert à payer sa dette et à être quitte avec l'État, mais vous voulez faire des créanciers à vie. C'est vous qui êtes irréductible, vous qui continuez au-delà des barreaux à exiger des désaveux de nos vies. Elle est bonne, celle-là. De nouveau, vous inversez les choses. Vous ne le faites plus avec les armes, mais avec les mots. Je vois que vous êtes resté fixé sur votre passé dans une totale absence d'autocritique. Les discussions et les critiques sur le passé ont eu lieu entre nous autres de ce temps-là. Elles ont produit des livres et des documents.
Dans ce contexte, entre vous qui accusez et moi qui repousse les accusations, l'autocritique est déplacée. Une autocritique serait ici un mea culpa et une demande de circonstances atténuantes. Entre vous et moi, il n'y a rien à atténuer. Vous me gardez en prison et moi, je m'y adapte. En outre, vous n'êtes pas en âge d'avoir assisté à ce qui s'est passé à l'époque et je ne vous tiens pas pour un interlocuteur légitime sur les événements de ces années-là. Il est vrai que je n'ai pas vécu ces années-là, mais je me suis documenté sur les procès. Vous considérez encore cet homme comme votre ennemi? Prendre connaissance des événements d'une époque à travers les documents judiciaires, c'est comme étudier les étoiles en regardant leur reflet dans un étang. Vous employez le mot « ennemi ». Il y a une époque dans ce pays où ma génération politique a été traitée comme une ennemie publique. Les magistrats se consacraient entièrement à notre répression. Ils employaient tranquillement le terme de lutte. Ils s'asseyaient sur les chaises des juges en continuant à être des ennemis. Il n'est question d'aucune inimitié personnelle ici. Il en a existé une publique et elle nous concernait tous. Je vous demande de nouveau si cette personne, tombée de la vire du banc d'Ariach, était votre ennemi. Cette époque est passée depuis des dizaines d'années. Les conséquences pénales sont passées. Et pour moi, les sentiments d'hostilité sont morts. Je reste intransigeant dans mes affections et en politique, mais je n'ai plus d'ennemis. Le temps des ennemis s'est terminé au siècle dernier. Et que pensez-vous alors de l'homme qui vous a dénoncé? C'est un étranger, quelqu'un qui s'est retiré d'une communauté. Il y a belle lurette que je n'ai plus entendu parler de lui. Que pensez-vous du hasard qui vous a placé sur le même chemin, le même jour, à la même heure? C'est une coïncidence. Définition incomplète pour moi. Coïncidence volontaire ou fortuite? Pour moi qui suis chargé de l'enquête, la coïncidence est un indice. Et si on lui attribuait une valeur numérique, une probabilité, on aurait le chiffre 0 suivi d'une virgule et d'autres zéros. C'est pourquoi je cherche une autre explication. Que vous vous soyez trouvés là tous les deux par hasard est tellement improbable que cela en devient impossible. Impossible. C'est la définition d'un événement jusqu'au moment où il se produit. Vous aurez beau mettre tous les zéros que vous voulez, la statistique, et vous ne pouvez nier les coïncidences, elles existent en dépit des zéros. Quantité de découvertes ont été la conséquence et aussi quantité de désastres. Une personne passe sur un pont au moment où il s'écroule. Tant d'autres y sont passés juste avant. Les coïncidences sont une constante, elles n'ont rien de rare. Que nous nous soyons trouvés, cet homme et moi, à quelques centaines de mètres de distance, au même moment dans cet endroit désert, est pour moi un hasard évident et inexorable. En tant que personne présente sur place, je sais que votre impossible s'est produit. Nous reviendrons sur la centaine de mètres de distance. Nous ne parlons pas ici de la rencontre fortuite de deux hommes. Nous parlons de la suite de cette rencontre, du fait que l'un de vous deux est tombé dans le vide. Rencontre? Je dément qu'une rencontre ait eu lieu. J'ai vu un homme de loin, j'ai constaté qu'il était tombé, j'ai téléphoné au 112, c'est comme ça que vous êtes au courant de ma présence. Si j'avais passé mon chemin, évité de donner l'alerte, je ne serais pas ici à être obligé d'en parler. Mais en montagne, on doit s'entraider. Il pouvait être encore en vie et une intervention pouvait le sauver à temps. J'ai fait mon devoir et ça s'est transformé en acte d'accusation. Votre coup de fil peut être aussi interprété différemment. Une fois le corps identifié et le passé de l'homme révélé, nous aurions pour le moins vérifié la liste des clients dans les lieux d'hébergement de la vallée. Nous aurions trouvé votre nom. En téléphonant, vous avez cherché à vous mettre à l'abri des soupçons. De plus, vous savez que vous êtes facile à repérer. Vous êtes peut-être le seul à aller en montagne avec des sandales. Un témoin aurait pu se rappeler vous avoir vu ce jour-là et à cette heure-là sur le sentier qui mène au col de Lotchia. À propos, pourquoi marchez-vous avec des sandales? Et quelle importance? Je crois que ça en a. Très bien.
Ce ne sont pas des sandales de plage. Ce sont des chaussures techniques qui tiennent bien le pied. J'ai commencé à en porter parce que dans les chaussures fermées, je perdais mes ongles en descente. Avec les sandales, ça ne m'arrive plus. Elles ont aussi l'avantage de renforcer le pied et d'éviter les entorses. Sur les passages rocheux, je serre les sangles réglables et je peux aussi escalader. Et on ne glisse pas avec? Ça dépend seulement de la façon dont on pose le pied sur les pentes raides. Reprenons l'interrogatoire. L'avocat de la défense est présent. Nous n'avons pas encore les conclusions scientifiques, mais je crois bon de faire une dernière tentative. Vous avez longtemps fait partie d'un mouvement de protestation de la jeunesse. Il s'agissait d'un mouvement révolutionnaire et non d'une protestation d'étudiants. C'est bien ça. Vous avez été un militant à plein temps, comme on définissait alors un adhérent qui pouvait se consacrer complètement à l'activisme politique. C'est exact? Oui, j'étais militant à plein temps. L'organisation subvenait à mes besoins. Vous avez consacré les années de votre jeunesse à cette expérience. Toutes les années de cet âge-là, de 19 à 30 ans. Il est évident qu'un tel engagement implique une adhésion intellectuelle et matérielle qui fait de ces années les plus importantes de votre vie. Certainement les années les plus bondées et les plus collectives, mais je ne saurais en évaluer l'importance. À la différence d'autres militants de l'époque, vous avez conservé un sentiment de fidélité et d'attachement envers cette période, à l'abri des revirements. D'autres se sont ouvertement éloignés, désavouant même leurs actions sans aucune arrière-pensée d'ordre judiciaire ou de récompense. Ils se sont dissociés d'eux-mêmes. C'est bien ça. Vos sentiments envers eux relèvent du mépris, étant donné les termes que vous employez. Pour moi, ils sont infréquentables, mais je n'éprouve pas pour eux le triste sentiment du mépris. Alors, que doivent être les sentiments envers quelqu'un qui collabore avec l'État à combattre, qui dénonce et fait arrêter ses propres camarades, sinon ceux d'une totale aversion, de haine, de rancune, d'esprit de vengeance? J'exagère? Vous n'exagérez pas, vous vous trompez. Mais avant de poursuivre, je demande à renoncer à la présence physique de l'avocat commis d'office. Ce n'est pas une question personnelle, c'est que je préfère parler entre quatre yeux. Votre requête ne peut être retenue. L'absence d'avocat de la défense durant la phase de l'interrogatoire de l'inculpé est inconcevable et inconstitutionnelle. Je poursuis. Celui qui a commis une trahison s'est trahi aussi lui-même. Même s'il se persuade qu'il a fait une chose nécessaire, il a arraché une part de lui-même, de sa jeunesse. Je connais un traître efficace qui conduisait les carabiniers dans les endroits où il pouvait arrêter ses camarades. Il recommandait de bien les traiter au moment de leur arrestation, parce qu'ils étaient pour lui les meilleures personnes qu'il ait connues. Il savait qu'ils seraient torturés, mais tout en les trahissant, il continuait à les aimer. De telles personnes se savent déshonorées. Elles portent sur elles le poids d'une infamie. Je ne ressens ni haine, ni rancune, ni esprit de vengeance. Des décennies, des morts de papes, des Jeux olympiques sont passés. Le monde s'est retourné comme un gant. Ce XXe siècle est un temps si périmé qu'il est incompréhensible pour ceux qui sont venus après. Si j'éprouvais ces sentiments que vous me prêtez, je serais un homme malade. Vous me prêtez de la haine. Je tiens à vous raconter quelque chose. Vous connaissez les chefs d'inculpation qui m'ont fait passer des années dans les prisons d'îles petites et grandes. J'ai été condamné aussi pour des vols commis dans le but de financer l'organisation. L'homme qui m'a dénoncé avec d'autres a reconnu qu'il y avait participé. Il a dit qu'aucun coup de feu n'avait jamais été tiré. Au cours d'un de ces braquages de banque, un enfant se trouvait à l'intérieur avec sa mère. L'irruption des braqueurs l'effraie, il se met à pleurer. Un des bandits s'approche et lui dit que nous sommes en train de jouer, que c'est une blague. Il lui montre son pistolet et presse la détente qui fait un clic à vide. Il avait retiré la balle dans le canon et le chargeur. L'enfant se calme et sourit.
Le hold-up se termine, les bandits s'en vont avec ce qu'ils ont raflé dans les caisses. Vous avez compris que le voleur qui a calmé l'enfant était l'homme de la vire. Une autre fois, nous étions poursuivis, nous nous enfuyions à pied. Brusquement, il s'arrête, alors que je continue à courir. Il s'arrête et menace de lancer une grenade sur la voiture de police. Le véhicule fait marche arrière et s'en va. En fait de grenade, il avait dans la main un ananas peint en gris. La bombe était fausse, mais lui, non. Vous me demandez si je hais cet homme ? Quand on passe ensemble de telles journées durant des années, on ne change pas de sentiment comme de chemise à chaque saison. On y reste enquisté. Avez-vous d'autres souvenirs de cet homme, de l'époque où vous étiez ensemble ? Il lisait Jack London, mais pas les textes politiques qui circulaient chez nous militants. Il disait que c'était un révolutionnaire, qu'il écrivait des histoires du bon côté. Il avait dit au début du XXe siècle que la révolution existait déjà. Son livre préféré était Le Vagabond des étoiles. Une nuit, en plein air, il me dit que pour lui, le mot « étoile » ne convenait pas. Il les appelait « terre ». Appelle-les comme tu veux, ce n'est pas notre problème. Nous devons nous occuper du monde. Les étoiles sont l'affaire des astronomes, lui ai-je répondu. Moi, ce scintillement me donnait sommeil. Bref, il était unique en son genre. Chacun de nous l'était. Mais nous portions un uniforme intérieur qui nous tenait en rang serré. Même s'il était invisible, lui le retirait. Les discussions politiques l'ennuyaient, mais il se comportait bien quand il le fallait. Je ne m'attendais pas à une trahison de sa part. Non, pas de lui. Les actes du procès de votre organisation permettent de reconstituer votre parcours. Cet homme et vous avez adhéré ensemble à la formation armée. Pas seulement nous deux, nous étions un petit groupe à la rejoindre en même temps. Vous vous connaissiez déjà avant ? Depuis l'école, nous faisions partie de la même association étudiante. Vous avez grandi ensemble, vous vous connaissiez bien. Comme on peut se connaître lorsqu'on professe les mêmes idées et lorsqu'on les met en pratique de façon cohérente. Je fais allusion au partage de l'argent, des logements, de la nourriture, des corvées de ménage. L'égalité existait aussi dans les tâches ménagères. Nous connaissions nos comportements, mais quasiment rien de l'intimité de chacun. Mais nous avions curieusement un goût commun. Nous aimions le tennis et pas le foot. Lui l'avait pratiqué, moi non. Il arrivait à se procurer des billets pour le tournoi international de Rome, des places de luxe dans les tribunes. On y allait bien habillé. Moi, j'aimais les doubles et lui, les simples. Tandis que je suivais les matchs, lui profitait de l'attention générale pour faucher des portefeuilles. Il ne volait pas pour lui, il versait l'argent dans la caisse commune. Contrairement à moi, qui étais fasciné par le jeu des champions, il ne se laissait pas aller à l'insouciance. Même un tournoi de tennis devait servir notre objectif. Il avait la main légère. Il fauchait mon portefeuille sans que je m'en aperçoive. Il le faisait pour s'entraîner, mais il disait que j'étais trop facile à dépouiller. Je n'ai jamais été capable de voler quoi que ce soit, pas même un livre sur une étagère. Et pourtant, vous avez aussi été condamné pour vol à main armée. Pour financer l'organisation. Si j'avais dû le faire pour moi, j'aurais renoncé. Le vol me paralyse. Tendre la main pour enlever quelque chose à une personne, impossible pour moi. Le programme était tout le contraire, tendre la main pour donner à chacun une juste part. Je lui disais qu'il était un voleur et qu'il ne respectait même pas le tennis que nous aimions. « C'est un jeu de riches », répondait-il. « J'aime bien le tennis, mais c'est une concession à mes origines bourgeoises. Et donc, je l'atténue par le contrepoids d'un geste utile à la cause. » Il disait « Il s'agit de taxer des contribuables. Je ne suis pas un voleur. Je suis un percepteur. » Il voulait se débarrasser de l'étiquette de la classe aisée. Je n'avais pas ces scrupules de famille. Mon père était conducteur de tramway, ma mère faisait des ménages, payés à l'heure, nous habitions une banlieue populaire. L'aisance n'a jamais frappé à notre porte. La bourgeoisie lui a été utile par la suite. Il a pris un avocat célèbre pour se défendre et il n'a cessé de balancer.
pour s'en sortir. Dans votre relation, la différence d'extraction sociale compte aussi. Un mélange d'admiration, de défis, de preuves. Vous pouvez écouter, mais comprendre, sûrement pas. Vous devez trancher, prononcer des jugements. Que pouvez-vous savoir de ce qui nous a unis, de ce que nous avons partagé? Ce partage concernait aussi votre rapport avec les femmes. C'était avant tout des camarades de lutte. Ensuite, je n'ai rien à dire sur des ragots. Occupez-vous de la chronique noire et non de la rose. Il ne s'agit pas de ragot, de qui était avec qui. J'essaie de savoir s'il existait des différends entre vous sur le plan sentimental. Votre recherche d'un mobile glisse vers le crime passionnel? Évitons le ridicule. Je retire ma question. Il n'en demeure pas moins que vous n'étiez pas des moines. Il y avait des femmes, je veux dire des camarades dans l'organisation. Des liens affectifs se nouaient et se dénouaient. Ce qui l'emportait sur tout le reste, c'est la raison pour laquelle nous étions ensemble. Et c'était cela qui décidait du sort final de nos vies. Aujourd'hui, vous vous sentez comme un homme isolé dans cette époque et dans cette société. Vous allez en montagne pour approfondir le vide et la distance. Aujourd'hui, vous êtes une sorte d'ascète laïque. Vous vous retirez dans un espace désert pour ne pas partager le présent. Mais votre passé est resté indemne. Et rien n'empêche un ascète de commettre un crime. D'accord, vous ne ressentez pas de haine. Cela signifie que vous pouvez avoir agi sans cette impulsion, de sang-froid. Vous vous êtes peut-être croisés par hasard dans le même lieu de villégiature, ce qui a fait naître une occasion de vengeance. Vous vous trompez sur le passé. Il ne reste pas intact. Le temps est une lèpre qui le fait tomber par petits bouts. De sang-froid, je peux vous dire que vous vous égarez, que vos hypothèses ont un besoin urgent de vérification. C'est possible. Mais dans mes enquêtes, les digressions sont utiles. Elles font apparaître les caractères, ressortir les détails intéressants, ne serait-ce que par le simple usage du vocabulaire. Tout à l'heure, vous m'avez corrigé en utilisant les termes de dissociation, de désaveu. En admettant que ce ne soit pas des expressions de haine, elles manifestent du dédain. Il faut que je comprenne si vous êtes à la hauteur du crime que je crois que vous avez commis. Je pourrais conclure que vous n'êtes pas du tout à la hauteur. Vous voulez me prouver que vous êtes supérieur, que vous ne vous êtes pas abaissé à ce niveau. Mais vous pourriez aussi bien être inférieur à ce niveau, n'ayant pas été capable de commettre ce crime. Dans ce cas, mon accusation serait une flatterie, un compliment. En dehors du cadre de l'enquête, vous êtes en train de gagner le soutien et la considération de votre milieu d'autrefois, qui suit cette affaire avec des commentaires positifs. Ah bon? Ils approuvent quelque chose que je nie avoir fait. Je commence à prendre plaisir à vous écouter. L'intérêt que me porte quelqu'un m'est très agréable. Être ainsi au centre de l'attention d'un inconnu, même pour des raisons professionnelles, flatte mon amour-propre et me fait me sentir important. Serais-je incapable? Serais-je supérieur? Je ne saurais répondre. Il me semble en revanche que vous êtes fixé une tâche au-dessus de vos capacités en maintenant en examen une personne plus âgée et plus compétente que vous. Je connais les procès, non pas en téléspectateur des séries policières, mais en tant que membre de la génération la plus poursuivie en justice de l'histoire de l'Italie.
Vous allez trouver ça bizarre, mais dans ma condition d'infériorité, en état d'arrestation, je crois avoir un avantage sur vous. Je suis en mesure de repousser des accusations plus que vous ne l'êtes de les étayer. Vous dites que cette inculpation me procure une certaine considération dans les milieux militants d'autrefois, mais pourquoi pas aussi dans ceux de la pègre? La mort d'un traître est conforme à leur code de conduite. Une réputation, la sortie de l'anonymat, mon nom dans les journaux. Et du papier hygiénique, ça ne dure que le temps de s'en servir. La célébrité qui nous rend inoubliables, nous, anonymes, c'est notre inscription à vie dans les archives de la police. Là-dedans, nous sommes ineffaçables, à perpétuité. Moi, je le suis depuis des dizaines d'années. La célébrité, je l'ai déjà. Nous sommes nombreux à l'avoir. L'écrivain sicilien Leonardo Ciaccia a participé à la commission d'enquête parlementaire sur l'enlèvement d'Aldo Moro. Il en a retiré un sentiment de désolation envers les coupables et leur motivation qu'il ne pouvait ou ne voulait pas élever au rang de raison. Mais ces réflexions ont rejoint son point de vue littéraire dont j'ai discuté longuement avec moi-même. Je m'arrête là. Ce que je dis vous intéresse ? Je ne fais que suivre une de mes vieilles pistes de réflexion, une explication avec moi-même, en aucun cas utile à votre enquête. Revenons à notre affaire. Je crois que vous êtes encore en train d'expier aujourd'hui votre appartenance. L'appartenance, oui, je l'ai pratiquée. Elle a été totale, au point d'en exclure tout autre. Je suis d'une ville du Sud, de celles qui, à force de cris perçants, font du système nerveux un instrument à cordes qu'on pince. Et puis, je suis d'une famille qui m'a donné une éducation sévère et nécessaire. Ces appartenances ont été interrompues. Je n'ai plus été d'un lieu ni d'une histoire personnelle. J'ai appartenu à une époque publique. J'ai retrouvé ensuite mes origines. Elles étaient devenues des souvenirs, des années, des bouteilles vidées. Dans ces entretiens, j'oublie que je suis sous le coup d'une accusation pour homicide. Avant, j'avais l'impression d'être seul dans un bistrot avec mon monologue. Maintenant, il me semble que je suis devant une assemblée muette, une foule d'absents devant lesquels j'interviens. Je m'aperçois de nouveau que j'ai un magistrat devant moi et peu m'importe qu'il ait écouté avec les autres. Vous avez peut-être des pouvoirs de chaman et vous provoquez des états de suspension de la conscience. Ou bien c'est moi qui me sens invulnérable à vos accusations et capable de déborder au-delà des réponses nécessaires. Je ne crains pas les conséquences des événements de ces jours-ci. Le temps de la réclusion ne me pèse pas, car même là-dedans, il reste le mien. Je suis assez vieux pour ne pas trépigner d'impatience à l'idée de gambader dehors. Si vous n'avez rien d'autre à ajouter, je considère que cet acte d'instruction est terminé. Je peux vous dire que je n'ai aucun don chamanique et qu'il ne m'arrive jamais d'avoir une écoute aussi large avec des inculpés. Je ne considère pas votre ouverture comme une collaboration. Vous vous tenez à l'écart. Vous m'avez offert une leçon d'histoire politique de votre point de vue, qui n'est pas celui d'un témoin. Le témoin se trouve par hasard, sur place et sur le moment. Mais vous êtes partie prenante d'une époque vaincue et révolue. Votre point de vue sur les faits est nouveau et clair pour moi. Je vous suis donc reconnaissant de ces digressions. Je profite de cette gratitude pour vous demander quelque chose. Laissez-moi en isolement. Je n'ai nul besoin de socialiser avec d'autres détenus ni d'avoir plus d'heures de promenade. Puis je voudrais vous donner un conseil. Faites-vous accompagner sur la vire du Bandiaranch. Allez-y avec le seul homme qui pourra assurer votre sécurité. Il s'appelle Diego Z, guide de haute montagne. C'est avec lui que j'y suis allé la première fois. Allez-y pour voir et pour sentir sous vos pieds ce que c'est. Faites-le pour vous.
non pour l'enquête. Enfin, je demande à l'avocat qui est derrière moi de ne pas présenter de demande de mise en liberté provisoire. Je préfère sortir pour avoir été acquitté et non parce qu'un avocat a le pouvoir de me faire rentrer plus tôt chez moi. Eric, voilà, venez par là, escalier. Escalier. Je pense qu'il veut escalader. Il veut escalader la scène. Merci. Merci beaucoup. Merci.